hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous. Hors champ ce soir en compagnie de Angelica Lidl. Angelica Lidl, vous êtes une metteuse en scène d'origine espagnole. Les Français vous ont découvert au Festival d'Avignon l'an dernier avec La Casa de la Fuerza et Ricardo. Et au cours du Festival d'Avignon de cette année avec Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, vous avez fondé une compagnie à Madrid qui s'intitule Atrabilis. Quelle est la signification de cette compagnie? Atrabilis, ça désigne une humeur un peu noire. Sí, es Oui, uno de los humores effectivement, c'est l'une hipocráticos des humeurs que hippocratiques tiene que ver con la melancolía. qui a à voir donc avec la mélancolie. Y bueno, yo creo que era lo que definía siempre Et je pense que lo que ha c'est ce qui a definido toujours todos défini mis depuis le trabajos, début ¿no? l'ensemble de mon Supongo que por travail. alguna tara Je ne sais pas si genética, c'est une tare génétique qui veut cela, mi trabajo tiene que ver con la mais mon melancolía. travail est vraiment Tengo una fortement facilidad marqué par la para mélancolie. J'ai ver cette espèce la de parte facilité à voir terrible le de côté las cosas. terrible des choses. Depuis quand? Depuis l'enfance? Sí, yo creo Oui, que desde que era, je dirais desde que era pequeña. depuis Sí, no he l'enfance, cambiado depuis mon mucho plus jeune âge. Je n'ai pas desde que beaucoup era changé pequeña. Luego, depuis. claro, Après, bien la vida se évidemment, encarga la un vie poco s'est de darte chargée la razón, ¿no? de me Es donner como si una des profecía raisons se à hubiera cela. convertido en Un peu comme realidad si o des algo así. prophéties s'étaient transformées en réalité. Vous êtes d'une famille d'intellectuels, d'artistes, Uy, Angelica? no, que va. Oh non, Mis non, abuelos pas eran du tout. analfabetos, no Mes sabían leer ni grands-parents étaient escribir. analphabètes, ils ne savaient ni lire ni Mi padre es écrire. militar, era Mon militar. père est O ou sea, était en mi militaire. casa no se ha vivido esa Ça- pour autant, disciplina, chez moi, on ni n'a pas vécu dans cet esprit de fascismo, discipline, de pero fascisme, bueno, je dirais. viví en Mais cuarteles j'ai de pequeñita grandi dans des y casernes sí, depuis mon plus jeune ambientes âge, cuartelarios, avec ¿no? cette Porque nos ambiance iban propre à trasladando la vie de además, o sea caserne que... et de nombreux Pero bueno, mi déménagements. abuela sí que, aunque era Mais analfabeta, sí ma que grand-mère, bien ella hacía qu'analphabète, cantos para que lloviera. composait Era una des especie chansons de pour faire venir ruegos y la ella los pluie, inventaba sorte de mientras estaba prière. haciendo la siega Et en el elle campo, mientras inventait trabajaba en el campo, ces chansons pendant los qu'elle était inventaba, los en train de travailler memorizaba dans les champs. y Elle les sí que tenía un inventait, sentido poético je muy les fuerte, a mémorisais, et pesar de ceci ser pour vous dire qu'elle avait un analfabeta. sens Y poétique las très fort, bien qu'elle soit primeras analphabète. poesías, pues, Et donc, pues eran estos ces cantos que inventaba poésies, mi c'était, abuela, comme que je le yo se los disais, escribía ces a premières máquina poésies, c'était de ces chants pequeñita, o qu'écrivait sea ma que grand-mère pour moi, et ensuite je les sí que tapais à la tenía mi machine. abuela una Tout ceci sensibilidad pour vous dire que ma muy, grand-mère avait muy grande une para lo sensibilité poético. vraiment très très développée pour tout ce qui était poésie. Donc cette grand-mère a beaucoup nourri votre imaginaire quand vous étiez toute petite. Sí, 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 y Absolument. además, no Et sé, de alguna manera extraña, ella d'autant también plus que je ne sais pas exactement hacía teatro pourquoi, en el mais pueblo. Es un pueblo de cette Extremadura muy grand-mère pequeñito, no justement había ni agua faisait du corriente, muy théâtre dans cerquita ce de las petit urbes. village de l'Extrémadure, vraiment très Pero simple, il n'y avait même pas d'eau sí, ella courante, on allait también au hacía puits. teatro, Mais oui, hacía donc elle faisait du representaciones en théâtre, la elle faisait plaza des del pueblo y représentations sur la place yo principale du creo que me village. parezco mucho a Et a je mis crois dos que abuelos. je lui ressemble beaucoup et à mon autre grand-mère Muchas également veces d'ailleurs. siempre D'ailleurs, digo que casi très todo lo que he souvent, je aprendido sobre dis el que trabajo tout lo ce que j'ai aprendí appris de sur mis mon abuelos que métier, eran je l'ai appris de campesinos, mes ¿no? grands-parents qui étaient Que trabajaron muy paysans, duro qui travaillaient dur. y yo creo que he aprendido más de mis Et je abuelos crois que porque pasé mucho j'ai tiempo con appris ellos davantage que en la auprès d'eux, escuela de arte avec qui j'ai dramático. passé beaucoup de temps, qu'à l'école d'art dramatique en fait. À partir de quel moment vous avez décidé de faire du théâtre? Desde muy pequeña también. Bueno, escribí Depuis desde niña. vraiment depuis mon plus jeune Desde âge, niña, a hein. los Dès que j'étais 14 petite, años ya même à l'âge de tenía 14 escritos ans déjà, melodramas de j'avais 100 déjà écrit un páginas, 200 premier páginas, mélodrame no de sé por 100, qué. 200 pages, je ne sais pas pourquoi. Et qui parlait de quoi, ces pages? Todos morían. Ah, tout le monde mourait.
todos morían. Tout le Eran unos monde melodramas. Al mourait. final no C'était quedaba terrible comme nadie vivo en mélodrame. las À la obras. fin, plus Eran personne n'était chicas que se quedaban vivant. Voilà, embarazadas y c'était ces morían petites jeunes congeladas debajo de filles un árbol qui tombaient porque sus enceintes et qui padres mouraient las de echaban froid de au pied d'un casa. arbre parce qu'elles Eran avaient unas été historias terribles, terribles. mises dehors par leurs Y parents. Enfin, es des más, histoires abominables. las poesías que yo Et escribía en puis el les colegio poésies que eran j'écrivais tan au siniestras collège que étaient en llamaron plus a mis padres tellement pensando que yo tenía sinistres algún que l'école a problema. appelé mes parents en disant mais Las votre fille a monjas, un problème. Les su nonnes ont hija ha appelé les escrito parents en disant écoutez, esto, votre ¿cómo es fille a posible quand que même una écrit niña ça, c'est de 10 incroyable. años Qu'une escriba petite fille de oh 10 ans soledad, triste y écrive linda oh soledad? solide, Y les solitude, llamaron, triste et belle me llevaron al solitude. psiquiatra, en fin. Donc on m'a O sea envoyé que, voir le pero psychiatre una larga pour voir historia si de, tout allait de bien. melancolía, desde luego. Et No voilà, podía c'était de la llamarse de otra manera mélancolie. compañía, Je el pense que teatro. vu tout cet environnement, comment aurais-je pu appeler autrement ma compagnie de théâtre? Et vous avez cru que vous étiez un peu barge, un peu folle, ou que vous seriez un jour une artiste? Quería ser Moi, normal, ce que je pero no me voulais, hacían c'était sentir normal. être normale, mais personne n'a fait que je me sente Pero yo normale. quería Ça n'a ser pas été normal. possible. Lo Ce que que je pasa es que voulais, acabé juntándome en el être colegio pues, con todas las normale, niñas mais que tenían comme par deficiencias. hasard, moi, Mis les, amigas, les, pues, les petites filles qui acabé m'attiraient à l'école, escogiendo c'était toutes celles qui avaient pues, un a petit una niña que problème, tenía síndrome de des Down, otra que déficiences. Il y en tenía avait une qui avait le syndrome de Down, deformidades, me l'autre sentía bien con avait ellas. une Y bueno, supongo que me malformation identificaba physique. Et con las c'était niñas avec ces petites filles-là que que je estaban un m'entendais poco bien. apartadas Celles qui étaient un petit peu à l'écart, del grupo, pero à l'écart du groupe. nunca me sentí bien en el colegio. Mais de toute façon, je me suis jamais sentie bien à l'école. Donc vous avez décidé de faire le conservatoire de Madrid. Ujú. Est-ce que le théâtre a été une voie justement pour pouvoir apaiser votre souffrance et votre mélancolie, Angélica Lidl? Sí, si no fuera por el teatro Ah me oui, habría je dois pegado dire un que tiro s'il de n'y hace avait pas eu le tiempo. théâtre, Yo je crois que je creo me que serais es tiré une balle depuis longtemps déjà. lo que me ha salvado de Ce tantas qui m'a cosas, sauvé de lo beaucoup que de me ha salvado choses, de mí je dirais ce misma, qui m'a de mi sauvé de propia moi-même en naturaleza. fait, de Lo la que pasa es nature que qui yo est la ahora utilizo mienne, el teatro, ça a été claro, al le final, théâtre. con los años, pues también Après, se va les années ont convirtiendo passé en et una au fil du reflexión temps, sobre lo que deseo que le sea el théâtre, ça devient teatro, aussi une una reflexión sobre réflexion. lo Je me poético, dis, una qu'est-ce qu'il faut reflexión faire dans ce métier du que théâtre? C'est es quoi la compatible poésie? con esa supervivencia, Et ¿no? c'est une Con una réflexion qui supervivencia est muy compatible brutal avec y cette muy survie, salvaje. cette survie brutale et Y sauvage. sí, para mí ha sido una manera Et oui, de pour moi, le sobrevivir. théâtre, ça a été une manière de Y ahora survivre. lo utilizo pues para Et vengarme aujourd'hui, un poco j'utilise le théâtre pour me venger, je dirais, de la vida. me venger de la vie. Qu'est-ce qu'un acteur pour vous? Parce qu'il faut dire à nos auditeurs que vous êtes sur scène dans tous vos spectacles, hein. Non seulement vous écrivez tout, mais aussi vous êtes sur scène. Los actores. Ah, No sé, les yo cuando acteurs. salí de la escuela de arte dramático Quand j'ai quitté l'école salí odiando d'art el dramatique, teatro y a los actores. vraiment, moi, Y siempre je he partais funcionado por pour rebelión y por oposición. y complètement ha sido mi rejeter motor et le siempre, théâtre, les rebelarme, acteurs. Et en fait, j'ai ponerme, toujours fonctionné estar dans en la batalla rébellion, con dans le aquello que rejet. conozco, Je suis ¿no? toujours en lutte Y, avec ceux que je connais, qui sont la autour verdad de es que moi. desde hace 20 Et je dois años, la dire qu'en fait, primera depuis 20 obra ans, que montamos en la euh, escuela de arte dramático, la première œuvre qu'on a la montée escribí, à la l'école interpreté y la d'art dirigí de dramatique, una je manera muy l'ai natural, sin écrite plantearme et je apenas l'ai nada, interprétée de manière tout sin à fait plantearme lo que normale, debía o no sans me debía poser ser el trop de teatro, pero questions, sans me dire c'est siempre quoi le théâtre, qu'est-ce me qu'il faut enfrenté a la faire. escena desde Je me el suis odio al toujours mundo de los actores, ¿no? confrontée à la Entonces, scène et au tal monde vez des acteurs, por peut-être parce que je les desconfianza, pues détestais, peut-être par manque de empecé a confiance interpretar aussi. mis propias J'ai obras commencé à interpréter porque no moi-même mes œuvres encontraba parce que je ne la trouvais complicidad pas la entre los complicité actores. Ahora, entre les afortunadamente, he acteurs. encontrado gente Entre-temps, maravillosa con la Dieu que merci, trabajar, ¿no? j'ai vraiment Pero me ha rencontré des gens costado très bien avec 15 qui je años travaille, mais il m'aura fallu 15 ans. encontrar 15 ans a gente que pour comprende trouver mi des gens trabajo, qui que comprende comprennent mon travail, lo que ma les démarche, pido, que no me qui preguntan comprennent ce por que qué. je leur demande aussi, qui ne sont pas en train de me Yo dire detesto mais que un pourquoi actor me ceci, pregunte, pourquoi ¿y cela. esto Moi, je por qué? ¿no? déteste quand un acteur vient me voir et me dit mais pourquoi est-ce qu'il No, faut faire ça? simplemente Non. quiero cuerpos que Moi, ce que no je se veux, ce interroguen, sont des corps sino qui que ne s'interrogent simplemente pas, sepan qui ne se posent pas de estar. questions, Eso es qui muy sachent agradecido, por ejemplo, être. cuando trabajas con gente no Et profesional. en fait, ça Es se maravilloso fait assez porque no se facilement quand on interrogan. travaille avec des acteurs qui ne sont pas Entonces es professionnels. Ce sont des gens qui ne su se posent pas de naturaleza, questions. una naturaleza brutal y Ils ont une bestial sobre la nature escena, ¿no? brutale, bestiale La Casa de la sur Fuerza, por scène. ejemplo, Par el exemple, la Strongman, Casa de la conchudo, Fuerza, ¿no? Solo tuve una l'acteur conversación con él qui y y joue, je l'ai rencontré qu'une fois. no On n'a eu qu'une cuestiono seule conversation
conversation ensemble et il n'a pas posé de questions sur son placement sur scène, etc. Aucune lecture intellectuelle de sa part. Et c'est ça ce que j'aime chez les gens avec qui je travaille. Et c'est la même chose avec les acrobates chinois que j'ai recrutés pour Maudit soit l'homme. Avec ces gens-là, si vous voulez, vous avez une espèce de tranche de vie naturelle, de nature sauvage. Ils ne travaillent pas autour d'un processus intellectuel. Ils sont nature. Et après tout, on a un être vivant sur la scène qui, elle, est par définition un environnement artificiel. Et cette mise en relation, c'est ce qui vraiment me plaît beaucoup et que j'adore. Mais c'est en même temps ce que j'aime aussi beaucoup, et c'est ce que j'admire beaucoup chez les grands acteurs, les gens comme Fabiano avec qui je travaille en ce moment, ou Sino sur Maudit soit l'homme, avec Lola. Tous ces gens-là savent faire ça. Et ce que j'essaie en fait, c'est de mettre en conflit, de faire entrer en conflit ces deux mondes, celui des acteurs professionnels et non professionnels. Vous vous mettez en risque et vous nous mettez en risque, Angelica Lidl, quand on voit vos spectacles. Et on peut penser qu'une des sources de votre inspiration, c'est le théâtre de la cruauté, inventé par Antonin Artaud. Nous allons écouter sa voix. Je veux dire que j'ai trouvé le moyen d'en finir une fois pour toutes avec ce singe. Et que si personne ne croit plus en Dieu, tout le monde croit de plus en plus dans l'homme. Or, c'est l'homme qu'il faut maintenant se décider à émasculer. Comment cela? De quelque côté qu'on vous prenne, vous êtes faux, mais faux alliés. En le faisant passer une fois de plus, mais la dernière, sur la table d'autopsie, pour lui refaire son anatomie. Je dis, pour lui refaire son anatomie. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, tous ses organes, oui, car, liez-moi si vous le voulez, mais il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organe, alors vous l'aurez délivré de tous ses automatismes et rendu à sa véritable liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des bals musettes. Et cet envers sera son véritable endroit. Nous venons d'entendre la voix d'Antonin Artaud. Est-ce que le théâtre d'Antonin Artaud a influencé votre manière de faire du théâtre et d'envisager le théâtre comme un acte total, Angelica Lidl?
Moi, je connais Artaud pour avoir lu ses œuvres à l'école d'art dramatique, mais je ne dirais pas qu'il a influencé plus que d'autres ma démarche, mon travail. Je ne pense pas qu'il ait été décisif dans mon travail. Je le connais parce que justement, il faisait partie de tout notre cursus académique à étudier. Mais je pense que d'autres m'ont davantage influencé que lui. Est-ce que le cinéma, par exemple, de Buñuel aussi peut essayer de, non pas de trafiquer ce qui se passe à l'intérieur de votre tête, mais peut-être de vous nourrir, parce qu'on pense aussi à Buñuel quand on voit votre dernier spectacle, Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. M'encanta. Buñuel, es que prácticamente todas las influencias je dirais que toutes les influences qui m'ont marquée, elles viennent du cinéma et de la peinture. Depuis que je suis toute petite. Donc il y a certainement beaucoup de résidus de Buñuel dans mon travail, parce que effectivement j'adore ces films. Quand on me pose la question des influences, j'ai du mal à répondre. Je ne sais pas exactement. Ma grande chance, c'est que quand j'étais petite, à l'époque, à la télévision, on ne voyait que des films. Et j'imagine que tout ça, ça a été resté un petit peu en train de mariner quelque part et avant d'exploser dans quelque chose. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a par exemple Fassbinder aussi, Cassavetes, quand vous voyez Gina Roland dans Opening Night, ce sont des influences évidemment. Moi, ce film de Cassavetes, cette espèce de mélange entre la scène et la vie et la scène, comment l'un va transformer l'autre et réciproquement, ça c'est un exemple que j'ai proposé très souvent dans les ateliers que je propose aux jeunes parfois. Moi, ce que je veux, c'est que la scène soit corrompue par la vie et réciproquement. Et d'ailleurs, ça m'a posé quelques petits problèmes à l'occasion. Ça a pu avoir des conséquences sur ma propre vie, des conséquences même définitives dans ma vie, des changements, des amours, des désamours, des haines, des douleurs. D'ailleurs, c'est si vrai que ma vie a fini par se transformer en carnet de notes, un petit carnet où je prends des notes, et évidemment ceci influence sur ma vie, sur mes relations. Et ça s'est fait sans préméditation de ma part. On ne peut pas dire que j'ai une sorte de point de vue ou de démarche intellectuelle initiale. Plus maintenant, plus jeune, effectivement, alors j'écrivais des grandes conférences, fleuves, où j'expliquais, je justifiais mon travail, en parlant de Derrida, en citant l'un, l'autre. Derrida et Gilles Deleuze. On pense à Gilles Deleuze dans votre dernier spectacle, puisque vous avez décidé de prendre comme structure dramaturgique et comme écriture scénaristique un abécédaire, comme Deleuze. Et alors, on se dit, effectivement, quand on voit vos spectacles, Angélica Lidl, que vous êtes aussi beaucoup nourrie par la philosophie. Moi, en fait, je lis les philosophes comme je suivrais une partie de foot. Je veux dire par là que je n'ai pas de formation intellectuelle en ce sens. Je ne vais pas essayer d'analyser la pensée du philosophe ou faire de la philosophie comparée ou l'étudier d'un point de vue académique. Non, moi je les lis parce que je trouve qu'ils sont très proches de la poésie. Donc, je les lis. Parce que très souvent, ils passent par l'immoralité pour arriver à des conclusions morales. Pour arriver à la morale, ils ont tout un discours sur ce qui est immoral. Ils s'embourbent littéralement dans la conscience humaine. Et moi, j'aime beaucoup Schopenhauer. Et entre-temps, je pense que personne, depuis lui, n'a écrit avec tant d'impudeur. Il y a beaucoup de philosophes chez qui on trouve une
impudeur. Et cette impudeur, c'est ce qui, en fait, modèle ou donne corps à la pensée. Il y a quelque chose qui est au-dessus de l'idéologie, et c'est la pensée. Et pour ça, il faut s'embourber, se souiller littéralement dans la nature de l'homme. Et c'est pour ça que je suis passionnée par les philosophes, parce que je trouve qu'ils parlent sans pudeur. Et pour parler de l'âme humaine, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas avoir cette censure de la pudeur. Parler de l'homme, c'est mettre les mains dans la saleté, c'est presque se corrompre, devoir se corrompre soi-même pour aller plus loin, et toujours plus loin. Ne pas avoir honte de manipuler tout ça, comme on manipulerait des déchets. Alors, la politique, tout le monde peut en parler facilement, on a le sentiment de justice, d'injustice, on sait ce qui est bien, ce qui est mal. Effectivement, il faudrait être une mauvaise personne pour ne pas avoir un sentiment de justice sociale. Là, sur ce point-là, on est tous d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie profonde. La vie profonde, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique ce que nous faisons. Et parfois, on n'a pas envie de savoir ces choses sur nous-mêmes, sur ce qui nous anime. Et c'est ce que nous disent les philosophes. Ça me passionne, c'est comme si je voyais un match Real Madrid-Barça, je suis ça, je suis absolument emballée, j'hallucine. Voilà, exactement comme un match de foot. Vous pratiquez le théâtre comme un art total qui nous engage dans une réflexion et puis aussi dans une désintégration de la société. Vous venez de parler de philosophie. Dans le dernier spectacle, les W dans l'abécédaire, c'est Wittgenstein. Mais il est aussi question de Nietzsche. Et je pense que Nietzsche influence beaucoup votre travail théâtral parce qu'il a écrit ce livre qui s'appelle La généalogie de la morale. Et vous vous situez en dehors de toute morale, Angélica Lidl. Si. Absolument. C'est-à-dire que je pense que c'est nécessaire. Comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir parler de la matière de ce dont on parle, il faut se défaire, se détacher de la morale pour un temps. On peut faire deux choses quand on fait un scénario. On peut juger ou ne pas juger. On peut tout à fait regarder l'être humain sans le juger. Et dans le cas de Maudit soit l'homme, eh bien, on a montré dans le scénario le pire qui peut exister chez l'homme. Et j'ai puisé dans ma pire partie à moi. C'est cette partie que je ne montre pas à tout le monde, qui est derrière la façade. Et ce n'est évidemment pas la partie que j'offre au regard public. C'est cette partie qui est avec moi la nuit. Et j'ai essayé de m'éloigner de tout compromis ou d'engagement moral, peut-être par frustration aussi, après les actes de résistance contre la mort, qui sont donc une trilogie que j'avais fait il y a quelques années. Il y a eu génocide par omission, un travail donc sur tous les personnes qui meurent dans le détroit de Gibraltar quand ils essayent de venir en Espagne. À ce moment-là, j'avais un peu adopté la figure du résistant civil en m'élevant contre la souffrance et les abus de la politique, mais en même temps, ça a entraîné une immense frustration chez moi. Prendre la parole au nom d'un immigrant qui s'est noyé, par exemple, ou au nom d'un enfant qui a été mutilé pendant la guerre, ça a suscité une énorme frustration chez moi parce que j'ai vu qu'il y avait un fossé entre la parole et l'action à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe entre l'œuvre et la guerre? Qu'est-ce qui se passe entre l'œuvre et la justice? Qu'est-ce qui se passe entre l'œuvre et la fin? Et vraiment, c'est cette frustration qui m'a amené à écrire par la suite Belgrado, une pièce où je dis non, on ne peut pas prendre la parole au nom des autres. Je veux qu'on me tire les cheveux, je veux vivre ce que vivent ces gens, je veux le ressentir pour savoir de quoi il s'agit. Je ne peux pas
prendre la parole au nom d'un Africain qui est sur le point de mourir d'inanition en touchant les côtes d'Espagne après avoir traversé le détroit de Gibraltar. Donc tout à coup, j'avais cette volonté d'être social, d'être public, cet engagement public, politique, social. Eh bien, en fait, je l'ai quitté, cet engagement, parce que je me suis dit à ce moment-là, mais qu'est-ce qui me reste, si je veux parler de ça, il me reste quoi? Il me reste plus qu'à écrire des gros titres des journaux. On était arrivé à la limite. Pour décrire la souffrance qu'entraîne chez l'homme la politique, il me reste plus que les gros titres. La une des journaux, la parole ne me suffisait plus, et j'en étais arrivée à un point de frustration. C'était les gros titres des journaux, il n'y avait plus qu'à les transmettre, à les diffuser tels quels. Alors, j'ai ressenti à ce moment-là la nécessité assez brutale d'être intime. D'être intime, c'est-à-dire d'abandonner, surtout à cause de ma frustration, je le disais tout à l'heure, d'abandonner cette partie de l'être public et politique. Je voulais plus être dans le monde à ce moment-là, je voulais être dans ma chambre et je voulais me retourner vers la poésie, laisser cet aspect une de la presse, gros titre des journaux, revenir à l'intimité, au sentiment, un sentiment qui malheureusement a été assez triste. Je crois que Belgrado, à l'époque, n'a pas beaucoup plu, parce que le personnage féminin de Belgrado lance une sorte de désir. Elle dit « Ah, moi je veux souffrir par amour, parce que j'en ai marre de souffrir pour le monde, de reconstruire des pays détruits, de pleurer, de reconstruire des hôpitaux dans les Balkans, etc. » Et donc ce personnage dit non, moi maintenant je veux souffrir par amour. Et je crois qu'on dirait que c'est cette malédiction de Belgrado qui s'est abattue sur moi. Et donc à ce moment-là, j'ai eu besoin de retourner vers l'intimité. Mais bon. La souffrance par amour, en tout cas, c'est l'un des thèmes récurrents dans tout votre travail théâtral, Angelica Lidl. Et il y a aussi dans tous vos spectacles de la musique. La musique est une part constitutive et essentielle de l'émotion qu'on ressent en tant que spectateur en allant voir vos spectacles. Et dans la dernière œuvre, donc, Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, eh bien, il y a une chanson espagnole que nous, Français, nous connaissons par cœur et que nous allons écouter. Mais dans votre spectacle, vous l'avez traduite en français. On l'écoute dans la version originale. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño.
Et puis il y a ce nouveau spectacle qu'on a pu découvrir à Avignon et qui va être donné au théâtre de l'Odéon cet automne, Todo el cielo sobre la tierra. Alors au départ, Angelica, il y a un poème de Woodworth, il y a aussi la tragédie d'Utaya, il y a aussi un de vos voyages en Chine. Comment s'est construit la genèse de ce moment de théâtre? Comment est-ce que s'est construite la genèse, ou la jeunesse même, dirais-je, dans ce mélange de choses? Eh bien, je ressentais le besoin de travailler avec les trois âges pour ressentir d'un côté la perte de la jeunesse et puis d'autre part ce chemin qui se fait vers la solitude. Parce que la perte de la jeunesse, c'est la solitude. Je vis la perte de la jeunesse de manière assez douloureuse. C'est quelque chose que je n'arrive pas à assumer. Et c'était une manière poétique de prendre ma revanche. C'était justement assumer ce rôle de vengeresse et complètement réduire à néant cette perte. Alors Utaya m'a servi comme vengeance, si je puis dire, pour faire face à cette perte de la jeunesse. C'est une vengeance lyrique, s'entend, une vengeance poétique, ça c'est la première chose. Et puis d'autre part, j'avais besoin de me confronter, je dirais, à cet âge qui m'attend. Et j'ai traduit cela par des valses avec des danseurs venus de Shanghai qui sont des gens d'un certain âge. Et j'avais également besoin de construire quelque chose de beau autour justement de cet âge qu'est la vieillesse. Comment s'assemblent ces différents éléments qui sont tous très différents? C'est vous le fil de la vie et le fil aussi tendu du théâtre. C'est vous, votre propre personne. Je ne travaille pas avec un personnage en tant que tel. Je ne travaille pas avec des personnages. Ça peut paraître très brutal, mais ce que je dis sur scène, eh bien au fond, c'est en fait ce que je pense, moi, profondément, lorsque je reste seule, lorsque je me retrouve seule et que je traverse des moments critiques, des moments d'angoisse où plus rien n'a de sens. On voit ressortir à ce moment-là la partie la pire de quelqu'un. Et c'est avec ce pire de moi que je travaille. Vous savez, la littérature est chargée de bien penser. On a oublié Avasaka, on a oublié Dostoïevski ou Tolstoï, des gens comme ça. On a l'impression aujourd'hui que tout est chargé de bons sentiments, de bien faire, du bon côté de l'homme, juger ce qui est bien, ce qui est mal. Mais non! Au fond, nous sommes faits d'une espèce de scorie, ou d'une lie extrêmement complexe. Et moi, je travaille avec mes scories à moi. De sorte, si vous voulez, que ce avec quoi je travaille, ce n'est pas un personnage, c'est plutôt ce que je ressens, je dirais, à chaque fois que je viens rompre le pacte social. Comment rompre le pacte social, justement? Avec la scène. C'est vraiment sur scène que je peux rompre ce pacte social sans finir, soit en prison, soit dans une maison de fous à l'asile. Alors, ce que je fais en fait, c'est que je construis en fait des prisons et des asiles de fous sur scène. Il est vrai que la pensée me donne cette liberté absolue, cette liberté de penser qui m'appartient, mais donc je peux me permettre de rompre le pacte social sur scène. Si je le faisais évidemment dans la vraie vie, je prendrais des pistolets et je descendrais dans la rue. Mais dans la dramaturgie de cette dernière pièce, Todo el cielo sobre la tierra, on voit bien qu'au départ, vous êtes très présente sur la scène. Ensuite, il y a un spectacle dans le spectacle, comme souvent d'ailleurs dans vos pièces. Dans la Casa de la Fuerza, c'était pareil. Et ensuite, c'est vous de nouveau qui revenez seul en scène. Pourquoi?
Eh bien, parce que moi, j'ai besoin de conclure, si vous voulez, la fiction en passant à la confession. Je finis l'un dans l'autre. Par exemple, il y a un off d'Elia Kazan, du film d'Elia Kazan, La fièvre dans le sang, sur un texte de Wordsworth. C'est bien la question qui est posée, c'est ça signifie quoi tout ça? C'est une question qui est posée au protagoniste. Eh bien, moi j'ai besoin d'expliquer à tous les niveaux, au niveau de la fiction, au niveau, si vous voulez, documentaire et au niveau de la confession, la réalité. Donc je fais un entrelac entre ces trois réalités et j'aime cette bataille qui se fait entre l'aspect document, le côté fiction, entre cette adaptation par exemple du Peter Pan, du roman de Barry, que nous reproduisons ici dans un niveau théâtral tout à fait conventionnel. Je confronte ça ensuite au côté documentaire, ça ce sont les danseurs, et ensuite il y a l'aspect confession qui entre en ligne de compte. C'est un besoin pour moi, j'ai besoin que l'on comprenne, c'est-à-dire que j'ai une vraie obsession. Ce que je veux, c'est que l'on comprenne ce dont je parle. C'est une obsession chez moi. Et de la même manière, j'ai quelque chose qui m'obsède, c'est un véritable besoin de vérité, la vérité par-dessus tout. On pourrait croire que ce que vous dites sur scène, Angelica, c'est une confession. Or, en fait, tout est écrit. C'est du théâtre ou c'est aussi une part d'autobiographie? C'est un peu les deux à la fois, parce que au final, ce que vous décrivez, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que je ne m'affronte pas, je ne me confronte pas à l'écriture ces derniers temps, ces dernières années, dans mon travail. Je ne me suis pas confrontée à l'écriture dramatique en tant que telle. Je me sens plus proche, je dirais, ces derniers temps de la poésie. Puisqu'il n'y a pas de séparation dans la poésie entre l'auteur et le verbe, et le mot, la parole. Alors, du point de vue de l'écriture, je travaille sans séparation entre ce que j'écris et ma vie. Ça ne serait pas concevable pour moi de séparer les deux. Et en même temps, je suis tout à fait consciente du fait théâtral, de la composition. Et tout ceci relève ensuite d'une composition en fait très, très stricte, très régimentée ou codifiée. J'ai besoin d'avoir des images. Il faut que tout cadre et fonctionne et s'emboîte parfaitement. Et je pense que la vérité elle-même, elle doit être construite. Une œuvre au théâtre, ce n'est pas un interview, ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas une présentation d'informations. Le théâtre, c'est quelque chose qui doit être doté d'une certaine construction. C'est le fruit de la volonté, de l'intention esthétique. Lorsqu'il y a une volonté esthétique qui vient s'unir avec le texte, avec la vérité, on a cette intention théâtrale. Et il faut traduire cette intention ensuite dans un objet esthétique, dans quelque chose qui est formel et qui va transmettre la vérité, les émotions, les idées. Dans cette dernière pièce, Todo el cielo sobre la tierra, il y a une thématique très prégnante, c'est les mères, le pouvoir des mères, la vengeance des mères, la noirceur des mers. Comment ce thème s'est-il imposé, Angelica? Je ne saurais pas trop expliquer l'origine de cette répugnance que j'éprouve pour la maternité. C'est une répugnance que je ressens à chaque fois que je vois une femme avec ses enfants. J'éprouve cette répugnance. Cela me repousse. Je me mets à la place des enfants. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pas avoir une mère comme celle-là. Et je dois vous dire qu'à ce jour, jamais je n'ai vu une mère avec ses enfants et jamais je n'ai éprouvé cette espèce de contentement, me dire ah, quelle famille extraordinaire, qu'est-ce qu'ils ont de la chance ces enfants, etc. Non, c'est tout le contraire ce que j'éprouve. Et lorsque je vois des enfants, quand je vois la mère avec ses enfants, je vois cette relation de la mère avec l'enfant. Et ce que je vois, moi, c'est les déchets, ou si vous voulez, la partie la plus sale, la plus mesquine, la plus petite de la mère, de la femme. Et je me dis, ah, j'aimerais pas avoir une mère comme celle-là. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer, je ne sais pas, ça renvoie peut-être à la relation avec ma propre mère,
ou comme dans le cas de Peter Pan, c'est peut-être ce besoin de mère. Peter Pan, il ne faut pas oublier, il déteste les mères parce qu'il a été abandonné par sa propre mère. Mais il en a besoin quand même, alors il va utiliser Wendy, cette petite fille qui va venir suppléer ce manque. Il est incapable d'aimer Peter Pan. Mais bon, cette histoire de la maternité, c'est vrai que pour moi, ne pas avoir d'enfant, ça s'est imposé à moi depuis toujours. Jamais ça ne m'a traversé l'esprit d'avoir des enfants. C'est une espèce de mélange de dégoût et de peine que j'éprouve pour ces femmes qui ont des enfants. Quand on vous voit, quand on vous écoute, quand on vous regarde sur le plateau d'un théâtre, Angelica Lidl, on est à la fois très admiratif et en même temps on a envie de vous prendre dans les bras tellement vous avez cette espèce de sincérité vis-à-vis de nous, spectateurs. On a l'impression que le mal dont vous souffrez, vous le déposez sur le plateau du théâtre. Est-ce que le théâtre est une forme pour vous d'avoir moins mal ? Que se passe-t-il à la fin d'une représentation ? Pues mucha tristeza. Beaucoup de tristesse. El hecho del trabajo, le fait, si vous voulez, de travailler, le travail en soi, c'est quelque chose de réconfortant pour moi, mais il n'empêche que je ne suis pas à l'abri pour autant de ressentir d'autres choses. Notre nature propre, on n'y échappe pas. Hein. Et moi, je ne ressens pas de soulagement, en fait. Ce que j'éprouve, c'est une immense tristesse en quittant la scène. J'ai appris à vivre sur scène. C'est là que j'ai appris à vivre. Donc, à chaque fois que je quitte la scène, je me sens de plus en plus inutile. Je me retrouve dans la vraie vie. Je me sens un peu perdue. J'ai une espèce de dépendance un peu brutale à la scène. Et je ne sais d'ailleurs pas quelles peuvent en être les conséquences, mais c'est évident, j'ai une dépendance très très marquée à la scène, au plateau, pour survivre. Alors même si ça ne me soulage pas en tant que tel, je n'en ai pas à moins une dépendance très forte qui est liée à ma survie. Ce serait très très difficile pour moi d'imaginer ma vie sans pouvoir poser ces actes démoniaques sur scène. Ce contact avec l'enfer, cette nécessité de tomber le masque social. Parce que bon, on a un être social, on a un être privé, et en l'occurrence, en ce qui me concerne, un être scénique. Et moi, l'être scénique coïncide avec l'être privé. C'est une libération pour moi de l'être social qui se produit quand je travaille. Cela me retire un poids, le fait d'appartenir à l'humanité, à la société, de voir être en interaction avec d'autres personnes, avec d'autres gens. Et de ce point de vue, j'ai ce besoin, cet impératif, cette nécessité de tomber le masque sur scène. Merci beaucoup, Angelica Lidl. Merci à vous. Merci à notre traductrice Hélène Joguet. La pièce d'Angelica Lidl, Todo el cielo sobre la tierra, sera donnée à Paris au Théâtre de l'Odéon cet automne à partir du 20 novembre. Vous écoutez France Culture. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ. Merci à Célia Dufaux, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, Didier Lagarde. Dans quelques instants, les ateliers de la nuit.